La FIFA a tranché dans l'affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération congolaise de football et le collectif des membres de l'Assemblée générale qui dure depuis plusieurs mois. Dans un courrier adressé mercredi à la FECOFOOT par le secrétaire général du bureau du conseil de la FIFA, l'instance mondiale du football a annoncé la suspension de la Fédération congolaise de football avec effet immédiat suite aux tensions entre le ministère des Sports et la FECOFOOT ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à la fermeture des installations sportives du pays. Conséquence, les clubs et sélections nationales sont privés de toute compétition internationale et de l'accès au financement et programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le fait le plus criard, c'est que nous avons des jeunes qui devaient participer à partir du 16 au Cameroun au tournoi zonal de l'UNIFAC, tournoi qualificatif donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, des U17, donc des jeunes qu'on appelle les cadets. Voilà, donc la suspension est tombée. Ça fait très mal. Le sport, c'est le football, donc vous pouvez imaginer, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes qui vivent de cette activité du football. C'est clair, restaurer le comité exécutif sortant, le Congo retrouve tout de suite sa légitimité, retrouve ses commissions. La FIFA reproche à la FECOFOOT des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d'une commission ad hoc jugée illégitime. Pour faire tomber, par exemple, le COMEX, il y a le collectif des présidents qui avaient signé la pétition. Mais ceux qui ont signé cette pétition, c'est les dirigeants, mais pas les présidents des clubs, comme on le dit. Donc il y a des usurpateurs et des faussaires. Certainement, imiter la signature de certains dirigeants, Mayolas, s'il a commis, s'il a mal géré, il devait rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire à la FIFA ou à la CAF. Mayolas avait été élu. Restituer le siège et les installations de la FECOFOOT au comité exécutif, annuler toute modification des signataires des comptes bancaires et garantir l'autonomie de la fédération sans ingérence extérieure. Voilà les conditions imposées par la FIFA pour lever la suspension du football congolais. Déjà en perte de vitesse. Cédric Siosolo, Pointe-Noire, Africa News. Ne négocions jamais avec nos peurs, mais n'ayons jamais peur de négocier. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Droits Humains, sur votre chaîne préférée, R7. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets, rapidement, très importants. La dernière fois, nous avons eu à brosser sur ce sujet, mais cette fois-ci, nous revenons avec un peu plus d'éléments. Vous savez, selon la Constitution, chaque citoyen a la responsabilité de veiller sur la gestion financière des fonds de l'État. Chaque citoyen a la responsabilité de veiller sur la gouvernance de notre nation. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons parler sur ce problème, ce fameux contrat de la République du Congo avec le club l'Olympique lyonnais. Nous allons commencer par suivre cet élément, un élément d'un journaliste indépendant, chroniqueur dans le domaine sportif, Monsieur Romain, suivez et on revient pour en parler. Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez dû voir passer le possible partenariat entre l'Olympique lyonnais et la République du Congo. C'est un projet baptisé, bizarrement d'ailleurs, Destination Congo-Brazzaville. La présidente de l'Olympique lyonnais, Michel Kang, s'était rendue d'ailleurs à Brazzaville rencontrer le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Tandis que le ministre des Sports congolais, Hugues Golondele, lui s'était rendu au Groupama Stadium. On a eu des échanges de photos et plein de choses. Aujourd'hui, ce n'est pas encore signé. C'est en cours de finalisation, mais pour le moment, il n'y a encore rien d'officiel. Il y a quelques doutes. Et surtout, c'est un projet qui interroge. Parce qu'à la base, je le rappelle, l'OL devait signer avec Kinshasa. C'était il y a un peu plus d'un an. Destination RD Congo. Et là, on en avait parlé. Il y a eu des gens, il y a eu aussi l'ancien directeur général. On essaie d'écarter l'initiateur du projet, qui est un Congolais de Kin, Luc Mangala, qui est donc à l'origine du Destination RD Congo. Et au milieu de tout ça, vous avez deux hommes. Vous avez Cisco Mulongo, qui travaille notamment pour le ministre des Sports à Kinshasa, aka le Bernard Tapie congolais, et un avocat lyonnais, Thierry Braillard, qui s'est toujours défendu, non, je suis pas là. Et ce qui est fou quand même, c'est que ces deux personnes-là, qui à un moment donné ont essayé de récupérer un peu le projet de Kinshasa, hop, ils le proposent à Brazzaville.
Et de destination RD Congo, vous avez destination Congo-Brazzaville. D'ailleurs, Congo-Brazzaville, ce n'est pas le nom du pays, c'est la République du Congo. Il n'y a pas que Brazzaville que je sache dans la République du Congo, mais soit ainsi. Donc il le propose à Hugues Golondélé et surtout au chef de cabinet, cher Charles, comme on l'appelle, Charles Makaya, quelque chose comme ça. Je dois mal prononcer son de famille, il m'excusera. Et donc cette petite bande-là, ils disent super. Et donc ils arrivent à Lyon. Lyon, on le sait, est dans une situation précaire financièrement. Pour Kinshasa, c'est entre 4 millions et 4 millions et demi pour signer. Sponsor dans le dos, etc., avec plein d'autres choses derrière. Et là, des sommes que j'entends, c'est bien plus. Alors que l'OL, vu sa situation financière aujourd'hui à 3,5, 4, ils signent, ils n'ont pas le choix, ils ont besoin d'argent. Et on a la République du Congo qui arriverait et qui paierait entre 6 et 7 par an. Donc, il va falloir qu'on m'explique quelque chose, que le ministre et surtout le président de la République, M. Sassou Nguesso, explique à son peuple ce qui coûte entre 3 et 4 millions d'euros. Pourquoi son pays paierait entre 6 et 7? Ce qui vaut 3 ou 4, vous le payerez 6 ou 7? Non. Pourquoi? Quel est l'intérêt pour le Congo de payer plus cher? Ah, les commissions, ce genre de choses. Vous savez le pire? C'est que ce projet n'est pas passé en Conseil des ministres, pas passé devant l'Assemblée, pas dans le Parlement. Il n'y a pas eu d'études préparatoires. Et on entend que oui, il y aurait des contreparties. Alors de la formation de coachs locaux, ok, très bien. Je ne savais pas que ça valait aussi cher. Et que notamment, il y aurait une réhabilitation du complexe de Kintélé. Alors je ne savais pas que l'Olympique Lyonnais était une entreprise de bâtiment, une entreprise de chantier, visiblement. C'est eux qui vont retaper le stade, mais on se fout de qui? Et quand tu te renseignes des deux côtés, non seulement tu te rends compte qu'il n'y a pas eu de travaux préparatoires, qu'en gros, on va balancer des grandes lignes, hein, mais qu'il n'y a rien de concret. Et donc là, on est en train de mettre de la poudre aux yeux. Et surtout que ça ne répond à aucune règle démocratique pour un tel projet. D'ailleurs, on ne le voit pas dans le budget, etc. Alors ça pose énormément de questions. L'OL, ils sont contents. Il y a des gens qui arrivent, on va donner des millions. Et il y a quoi en contrepartie? La formation. Est-ce que c'est la formation la plus chère du monde pour des entraîneurs? Et je vais terminer là-dessus. Si le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, valide ce projet, valide de payer entre 6 à 7 millions par an pour quelque chose qui va entre 3 et 4, sans contrepartie, ça veut dire une seule chose, c'est qu'il ne contrôle plus son pays. Mesdames et messieurs, quand vous venez de le suivre dans cet élément, l'heure est grave. Lorsque l'on signe des contrats, il est important de comprendre que l'un des principes dans l'art de la négociation est de chercher un moyen où tout le monde gagne. Mais dans ce cas précis, nous nous rendons compte que M. Hugues Golondélé n'a pas pris le temps de se rassurer, de faire une étude de faisabilité, de faire une étude approfondie, afin de se rassurer que le Congo aura un avantage ou un retour en investissement concernant ce contrat avec l'Olympique Lyonnais. Nous allons commencer sur certains éléments rapidement. Vous savez, lorsqu'on signe un contrat de marketing de visibilité, un contrat pour faire la promotion d'une nation ou d'une destination, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et parmi les facteurs majeurs, il y a la visibilité, l'influence online et offline du partenaire. Et dans ce cas précis, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Et nous allons essayer de faire une comparaison avec d'autres nations qui ont eu à utiliser la même stratégie pour pouvoir promouvoir le tourisme dans leur nation, promouvoir l'investissement et également promouvoir l'image de leur nation à l'échelle internationale dans le cadre du soft power. Et donc nous allons prendre l'exemple de nos voisins directs, le cas de la RDC et du Rwanda. Comparé aux méga plateformes qu'ont choisi le Rwanda, ici je parle de l'Arsenal PSG, et la RDC FC Barcelone, l'Olympique Lyonnais offre une portée médiatique digitale et offline. Là, je parle en offline, nous parlons de la présence au stade, de la vente des maillots, visibilité des maillots dans la rue. Et nous voyons que par rapport aux clubs comme l'Arsenal PSG et le Barcelone, l'Olympique Lyonnais offre un avantage inférieur dans le cadre de la visibilité et l'influence online et offline. Voici les clubs de foot les plus populaires du monde. En 10e place, Inter Milan. 75 millions de supporters. Les Nerazzurri ont perdu un peu de leur splendeur d'antan, mais restent une équipe emblématique. En 9e position, AC Milan. 85 millions de fans. Le club milanais a connu des jours meilleurs, mais il continue de rassembler un large public. En 8e place, Liverpool FC. 87 millions de supporters.
Si on parle de passion et d'engouement des fans, Liverpool est sans doute un exemple à suivre. En 7e place, Bayern Munich, 100 millions de supporters. Le club bavarois est l'un des géants du football européen. En 6e place, Juventus, 110 millions de supporters. Malgré quelques obstacles en début de décennie, la vieille dame conserve toujours son prestige. En 5e place, Arsenal, 142 millions de supporters. Un autre grand nom du football, soutenu par une base de fans massive. En 4e place, Chelsea, 200 millions de fans. Enchaînant succès après succès, Chelsea reste un incontournable. En 3e place, Manchester United, 310 millions de supporters. L'un des clubs les plus emblématiques, avec une influence mondiale indéniable. En 2e place, Real Madrid, 500 millions de supporters. Considéré par beaucoup comme le plus grand club de tous les temps, le Real Madrid incarne la légende du football. Et selon vous, quel club occupe la première place ? Pour ceux qui nous suivent, online veut tout simplement dire la présence digitale. Donc sur les réseaux sociaux, et nous incluons également la visibilité médiatique au niveau des chaînes traditionnelles, télé et ainsi de suite. La première ligue où évolue Arsenal reste le championnat le plus regardé au monde. 900 millions de foyers, soit 189 pays. Ce qui garantit un effet mégaphone que la Ligue 1 où évolue l'Olympique Lyonnais en crise de droits TV et de distribution n'assure pas aujourd'hui. Ah oui, mesdames et messieurs, il est important de rappeler que la ligue sous laquelle opère et évolue l'Olympique Lyonnais est également en difficulté de droits de TV, de télévision et de distribution. Alors, lorsqu'on va faire le choix d'un club, il est important de tenir compte de tous ces paramètres. Monsieur Hugues Bolondélé, lorsque vous avez décidé de signer le contrat avec l'Olympique Lyonnais, n'avez-vous pas pris le temps de faire une étude de visibilité et d'influence online et offline du club concerné et de la ligue dans laquelle ce club opère? Et les statistiques que je viens de vous donner peuvent être retrouvées sur le site CIO, sportpro.com et le journal de Guardian. Parlons du cas du Rwanda avec son choix, Arsenal PSG. Nous voyons l'activation Visite Rwanda s'appuie sur des canaux géants. L'Arsenal, le t-shirt Arsenal est vu 35 millions de fois par jour. Nous parlons des impressions mondiales. Et le PSG figure parmi les top 5 des clubs les plus suivis sur les réseaux, soit 199 millions d'abonnés cumulés. Résultat, la visibilité touche des audiences diverses, Afrique, Europe, Amérique, Asie, en ce qui concerne la campagne Visite Rwanda. Mais ce qui n'est pas le cas pour le club lyonnais qui est de loin, qui est très loin du club d'Arsenal et du PSG en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parlons du cas de la RDC avec le FC Barcelone. Le Barça, parce que là, nous ne sommes pas dans l'émotion. Nous vous disons toujours qu'ici, nous ne sommes pas dans des critiques, nous ne sommes pas dans des émotions, dans des déclarations émotives. Nous ne sommes pas dans la propagande, nous sommes dans des faits. Et là, je vous donne des faits concernant le contrat de la RDC avec le Barcelone. Pourquoi est-ce que ce choix est un bon choix sur le plan de la visibilité et de l'influence online et offline? Le Barça cumule 424 millions d'abonnés sociaux et vient d'établir un record YouTube de 23,8 millions d'abonnés. Jusqu'à 3,1 millions de spectateurs simultanés et 18,7 millions de vues sur un live.
Alors tout de suite, vous voyez que la RDC, en termes de visibilité, va avoir un retour en investissement par rapport à son projet de la promotion de la RDC sur le plan sportif et culturel. Parce qu'ils ont signé un contrat avec un club qui a une grande visibilité en ligne sur le plan mondial. Ce qui n'est pas le cas pour l'Olympique lyonnais, M. Hugo Landélé. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Juan, bonjour à tous. Du service des sports de RFI, on va parler football et on va revenir sur ce coup de tonnerre qui secoue le foot français depuis maintenant 2-3 jours. On va déjà commencer par les problèmes parce que c'est déjà un gros dossier, Antoine Grenier. Les problèmes, ils sont d'ordre financier. C'est vrai que cette rétrogradation, elle a surpris tout le monde. Oui, et au sein même du club où on pensait justement être protégé par cette forme de renommée, être trop grand pour mourir d'une certaine manière. Et on pensait que les explications avancées par le propriétaire John Textor seraient suffisantes. Le patron de l'OL qui s'était présenté devant la DNCG, la Direction nationale du contrôle de gestion. C'est le gendarme financier du foot français qui, je le souligne, est une commission indépendante qui est chargée de vérifier la viabilité financière des clubs. Et voilà, et devant laquelle tous les clubs français passent pour présenter leurs comptes, leurs objectifs de réduction de dépenses quand c'est nécessaire, et qui peut, au cas échéant, prononcer des sanctions. Lyon se savait en danger, parce qu'il avait été mis sous surveillance, il était sous le coup d'interdiction de recrutement, bref, il y avait eu tout un tas de mesures qui avaient déjà été prises. Là, c'est la sanction, la rétrogradation qui tombe, ça a surpris tout le monde, on le disait, parce que Lyon est une place forte du foot français, qui jouait encore les premiers rôles il n'y a pas si longtemps, même si ça commence à dater. Bon, 7 fois champion de France tout de même. Oui, et surtout la DNCG, beaucoup la taxaient parfois de complaisance avec les clubs de Ligue 1. Là, c'est vrai qu'on peut admettre qu'elle a frappé fort. Mais alors pourquoi une telle sévérité, si on peut dire, dans la sanction? Parce que la DNCG, elle a pas motivé officiellement encore cette sanction. Elle le fera dans un deuxième temps. Mais en gros, les reproches qu'elle fait à l'OL, c'est les mêmes que lorsqu'elle avait prononcé une rétrogradation provisoire et les sanctions précédentes. En novembre, la DNCG réclamait 175 millions d'euros de garantie à Lyon pour s'assurer que le club avait tout simplement les moyens financiers de tenir une saison complète, et Textor avait promis qu'entre les transferts, notamment celui de Ryan Cherki à Manchester City, les baisses de salaire, le plan de départ des employés du club, tout finirait par rentrer dans l'ordre. En fait, ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a celle du propriétaire de Lyon, l'américain John Textor, qui possède via Eagle Group, sa société, plusieurs équipes, l'OL, mais aussi Botafogo au Brésil et Crystal Palace en Angleterre, et qui estime que le profit tiré d'un des clubs peut profiter à un autre club de la galaxie, par exemple à travers la vente des parts de Textor dans Crystal Palace. Et justement, concernant cette vente, on parle d'environ 200 millions d'euros sous réserve de la validation de la vente par Première Ligue. Voilà. Et tout cet argent, pour Textor, pouvait servir au groupe dans son ensemble, sauf cette multipropriété, c'est pas forcément la culture de la DNCG, qui a fait remarquer que sur les 200 millions dont on parle, seuls à peu près 40 sont fléchés, étaient projetés vers l'OL, ce qui s'avérait insuffisant. Parce qu'il faut ajouter à ça que le club il est déficitaire depuis longtemps, que le stade, même s'il en est propriétaire, lui coûte de l'argent, que Textor doit rembourser ses créanciers, des fonds d'investissement qui lui ont prêté pour qu'il achète le club à des taux parfois importants, et que enfin l'OL a de moins en moins d'actifs puisqu'il a déjà vendu sa section féminine et la LDLC Arena, sa salle Omnisport. Tout ça, ça fait que la DNCG s'est montrée très sévère. Ouais, on le disait, si la vente des parts de Crystal Palace est finalisée rapidement et que Textor met cet argent sur le compte destiné à l'OL, ça peut influer sur la décision d'appel. Mais en 7 jours, le délai qui est accordé à Lyon pour faire appel, c'est compliqué d'avancer sur un dossier aussi coûteux. Le PSG a fait un geste aussi en réglant la totalité de l'indemnité de transfert de Bradley Barcola plutôt que de la lisser sur plusieurs... C'est très fair play. Et ça permettrait éventuellement que ces 45 millions d'euros arrivent dans les caisses directement de l'OL, ce qui peut aider. Après, si ça passe toujours pas, il restera des recours devant le CNOSF, puis face au comité exécutif de la fédération, et puis en cas de confirmation de la décision de première instance, Lyon pourra saisir le tribunal administratif, mais en général, le tribunal il suit les décisions de la DNCG. Donc ça va être compliqué pour Lyon. Et puis il va falloir aller vite, puisque la saison reprend dans un mois et demi. Voilà. Vous voyez que sur ce point, Rwanda 1, RDC 1, Congo-Brazzaville, comme vous l'avez appelé, 0. Et quand nous revenons sur le cas de la République du Congo, l'Olympique lyonnais pèse bien moins de 3 millions d'abonnés sur Instagram. Monsieur Hugo Landélé.
monsieur le ministre du Tourisme. Parce que lorsqu'on fait un tel contrat, il y a 3 ministères clés qui doivent être impliqués. Il y a le ministère du Sport, le ministère du Tourisme et le ministère du Numérique. Parce que là, nous parlons de la visibilité et actuellement, tout se fait principalement en ligne. Donc, le ministre Juste Ibongo devait être impliqué dans ce projet afin de garantir un suivi, une réussite numérique de ce contrat et surtout en ce qui concerne la demande de visa, la demande d'information pour les investisseurs. Vous savez tous qu'actuellement en République du Congo, il n'y a aucun site qui peut permettre aux gens qui vont suivre les matchs de Lyon pour pouvoir s'interroger sur le Congo, obtenir des informations afin de venir en touriste et venir en qualité d'investisseur. Et nous en parlerons un peu plus tard en détail. Donc vous voyez clairement, mesdames et messieurs, que ce contrat qui a été fait de manière active est une erreur monumentale. L'Olympique Lyonnais n'a que 3 millions d'abonnés sur Instagram et n'apparaît pas le top 10 et le top 20 européen des ventes, recettes, maillots et merchandising. Donc là, nous parlons de la vente des maillots. Vous savez, lorsqu'on signe un contrat de visibilité, puisque vous voyez qu'ils ont mis la mention destination Congo-Brazzaville sur le maillot. Ça veut dire qu'ils comptent sur une promotion relative à la vente des maillots. Mais M. Hugues Bolondelé devait se poser la question pour savoir quelles sont les recettes de vente de maillots de l'Olympique Lyonnais. Voici une question que des experts en négociation doivent se poser. Des experts dans le domaine du marketing sportif doivent se poser. Vous êtes ministre de sport, mais il est évident que vous n'êtes pas bien entouré, M. Hugues Bolondelé. Tout ce qui compte pour vous, apparemment, c'est la sortie de l'argent pour vous enrichir de plus belle. Parce que là, nous voyons clairement qu'il n'y a aucune étude sérieuse dans ce projet. Combien de maillots de l'Olympique Lyonnais sont vendus? Demandez aux Congolais de Brazzaville, marchez dans les rues de la République du Congo, vous allez voir combien de Congolais qui portent le maillot de l'Olympique Lyonnais. Allez aux États-Unis, en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, un peu partout à travers le monde, combien de personnes achètent le maillot de l'Olympique Lyonnais? Donc sur le plan de la visibilité offline sur le maillot, vous avez tapé à côté, c'est une perte d'argent. Et même dans le cadre des marchandises, les marchandises de l'Olympique Lyonnais, en dehors du maillot, les ventes, vous ne pouvez pas comparer les ventes à celles du PSG, encore moins d'un club comme Arsenal ou Barcelone. Vous voyez que sur ce point encore, le Rwanda marque un point, la RDC marque un point, et le Congo-Brazzaville 0 comme d'habitude. Des spécialistes des bilans médiocres. Vous voyez, côté diversité d'audience, les données internationales de YouGov montrent un attrait global massif pour le PSG et le Barça. Quand Lyon reste derrière au niveau de like, à l'échelle multipace, autrement dit, son audience est plus concentrée, notamment en France. Un pays qui connaît déjà le Congo et fournit historiquement une partie importante des expatriés touristes. Alors, monsieur Hugues Bolondelé, vous devez comprendre que, en dehors de la visibilité, il y a également le facteur audience. Et en termes d'audience, on parle de la diversité d'audience. Lorsque vous voulez vendre la destination Congo, mais vous devez vous dire que prendre des statistiques pour savoir actuellement en République du Congo, parmi les expatriés, quels sont ces expatriés qui sont majoritaires en République du Congo? Parmi les touristes qui viennent, quels sont les touristes qui sont majoritaires? Et nous allons tous nous rendre compte que les touristes et les investisseurs français sont majoritaires en République du Congo. Et donc s'il faut investir, financer des millions d'euros par an pour promouvoir la destination Congo, eh bien vous n'allez pas le faire en se focalisant sur une audience française. Parce que selon les statistiques, l'audience de l'Olympique Lyonnais est principalement française.
Et même au niveau de la France, les matchs de l'Olympique Lyonnais ne sont pas les matchs les plus suivis en France. Et donc, dans le cadre de la vente de la destination Congo, si l'objectif est d'attirer des touristes et des investisseurs d'autres pays européens, de l'Asie, de l'Amérique, eh ben, il fallait cibler des clubs qui sont suivis sur tous les continents du monde, afin d'attirer une diversité d'investisseurs qui n'ont jamais entendu parler du Congo, ou du moins qui n'ont jamais été approchés ou intéressés, afin d'attirer une diversité de touristes qui n'ont pas l'habitude de visiter la République du Congo afin d'augmenter le chiffre dans le cadre touristique. Encore une autre erreur que vous avez eu à commettre, mais un acte que M. Kagame, un acte que M. Tshisekedi a eu à bien cadrer. Encore une fois, RDC 1, Rwanda 1, République du Congo 0. M. Hugo Londele, vous faites honte à votre leader, M. Denis Sassou Nguesso. En conclusion, par rapport à la section 1, si l'on recherche de la demande internationale, touristes, investisseurs, il faut d'abord acheter de l'audience globale et diverse. Donc, choisir des clubs qui évoluent en première ligue et dans la Liga, où se trouvent les top clubs mondiaux les plus suivis. Et non aller choisir la Ligue 1, en plus l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, excusez-moi, un club en difficulté qui n'est pas suivi. Et nous avons donné des statistiques. Et nous passons à l'élément numéro 2. Monsieur Hugo Londele, préparez l'expérience client avant la pub, monsieur, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vendre un menu. Hein? Vous ne pouvez pas vendre un menu avant d'avoir construit le restaurant et formé le chef et son équipe. C'est ce que vous venez de faire. Vous vendez une destination Congo, mais en amont, vous n'avez pas préparé un collège des opérateurs touristiques. Vous n'avez pas construit des sites touristiques et également des sites à caractère sportif. Parce que lorsque vous ciblez un club, les personnes qui ont l'habitude de suivre des matchs, ce sont des passionnés du sport. Mais je vous pose une question, monsieur Hugo Londele, et au ministre du Tourisme. Est-ce que vous avez même un musée du sport en République du Congo? Un musée qui retrace l'histoire du sport de la République du Congo et qui parle de la victoire de la République du Congo lors de la CAN. Est-ce que nous avons même un musée qui peut permettre aux passionnés du foot et du sport qui vont venir en tourisme en République du Congo pour pouvoir se retrouver par rapport à leur passion? La FIFA a tranché dans l'affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération congolaise de football et le collectif des membres de l'Assemblée générale qui dure depuis plusieurs mois. Dans un courrier adressé mercredi à la FECOFOOT par le secrétaire général du bureau du conseil de la FIFA, l'instance mondiale du football a annoncé la suspension de la Fédération congolaise de football avec effet immédiat suite aux tensions entre le ministère des Sports et la FECOFOOT ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre et à la fermeture des installations sportives du pays. Conséquence, les clubs et sélections nationales sont privés de toute compétition internationale et de l'accès au financement et programmes de développement de la FIFA et de la CAF. Le fait le plus criard, c'est que nous avons des jeunes qui devaient participer à partir du 16 au Cameroun au tournoi zonal de l'UNIFAC, tournoi qualificatif donc à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, des U17, donc des jeunes qu'on appelle les cadets. Voilà, donc la suspension est tombée. Ça fait très mal. Le sport, c'est le football, donc vous pouvez imaginer, c'est plus de 5 000, 10 000 personnes qui vivent de cette activité du football. C'est clair. Restaurer le comité exécutif sortant, le Congo retrouve tout de suite sa légitimité, retrouve ses commissions. La FIFA reproche à la FECOFOOT des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d'une commission ad hoc jugée illégitime. Pour faire tomber, par exemple, le COMEX, il y a le collectif des présidents qui avaient signé la pétition. Mais ceux qui ont signé cette pétition, c'est les dirigeants, mais pas les présidents des clubs, comme on le dit. Donc il y a des usurpateurs et des faussaires. Certainement, imiter la signature de certains dirigeants, Mayolas, s'il l'a commis, s'il a mal géré, il devait rendre compte à qui de droit, c'est-à-dire à la FIFA ou à la CAF. Mayolas avait été élu.
Restituer le siège et les installations de la FECOFOOT au comité exécutif, annuler toute modification des signataires des comptes bancaires et garantir l'autonomie de la fédération sans ingérence extérieure. Voilà les conditions imposées par la FIFA pour lever la suspension du football congolais. Des gens perdent de vitesse. Cédric Siosolo, Pointe-Noire, Africa News. Vous avez quel genre de sites touristiques qui ont un caractère sportif? Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas, monsieur. Signer un contrat visibilité, son parcours client prêt, c'est vendre un menu avant d'avoir construit le restaurant, acheter les provisions, former le chef et l'équipe. C'est exactement le risque que vient de prendre monsieur Hugues Bolondelé. La famille, maximum de partage pour cette vidéo, s'il vous plaît. Je veux que le DG du Radisson puisse voir cette vidéo. Donc moi, j'ai reçu l'appel des frères qui vivent en Europe, en France précisément. Ils m'ont appelé à Samba. Nous, on vient au pays, mais conseille-nous un hôtel où on peut aller s'installer. Moi, je leur ai donné comme conseil l'hôtel que moi je connais qui est bien au niveau de Brazza, c'est quand même cher. Et moi, je dis le prix, c'est pas un problème. Je leur ai envoyé au Radisson. J'ai dit, allez au Radisson. Voilà aujourd'hui dans la soirée, les frères, la vidéo qui m'envoient du Radisson. Un établissement 4 étoiles, je sais pas, 5 étoiles. Un établissement qui a la cote, qui est respecté et respectable. C'est-à-dire que Batunanga, Bazomunanga, dans un moins sérieux. Ils nous ont dit, mais regarde où tu nous as emmenés. Regarde l'hôtel dans lequel tu nous as emmenés. Regarde l'eau de l'hôtel. Radisson, l'eau de l'hôtel Radisson. Le DG de l'hôtel Radisson, regarde l'eau de ton hôtel. Bon. Le Rwanda a d'abord fluidifié le parcours visa. Le visa à l'arrivée pour tous depuis 2018 annoncé en 2023. Entrée sans visa pour tous les Africains. Le Rwanda, récemment, ils viennent encore d'annoncer une mise à jour de leur loi dans le cadre des visas concernant les Africains. Et le Rwanda a eu en amont à lancer une campagne de ville propre, nation propre. C'est pour cette raison que le Kigali a la réputation d'être l'une des villes les plus propres d'Afrique. Et cela a été couvert au niveau des médias. Et ceux qui sont allés visiter ont confirmé cela. Monsieur Hugues Bolondelé, monsieur le ministre ou madame la ministre du Tourisme, j'ai oublié qui c'est, je n'ai même pas envie de le faire parce que je ne connais pas qui vous êtes. Il faut que j'aille faire des recherches à chaque fois parce que vous ne faites aucun travail. Parce que lorsque vous faites un travail impactant, les gens vont connaître votre nom. Et très souvent, lorsque nous connaissons les noms des ministres de votre gouvernement, c'est toujours dans le cadre des biens mal acquis, de l'incompétence, des scandales et de tout ce qui est négatif, jamais dans un bon sens. L'économie congolaise repose sur deux piliers, le pétrole et le bois. Mais c'est une économie localisée sur une toute petite partie du territoire national. Écoutez ce qu'en dit l'économiste Philippe Hugon. L'essentiel du potentiel économique est concentré le long du Poul, c'est-à-dire entre la côte et Brazzaville. Là, sur 7% du territoire, on a plus de 2/3 du potentiel économique. Concentrée sur quelques pourcents du territoire, l'économie congolaise l'est aussi entre quelques mains. Le clan du président Sassou Nguesso est accusé de détournement de fonds publics, de corruption, de clientélisme. L'argent du pétrole et du bois ne va pas dans les caisses de l'État. Aloïs Ligo, Global Witness. On a vu par exemple entre 2004 et 2006 le fils du président de la République, Denis Christel Sassou Nguesso, réaliser des achats dans des magasins de luxe à Paris pour des dizaines de milliers de dollars, dont les factures étaient payées par des compagnies offshore enregistrées dans des paradis fiscaux, dont les revenus proviendraient de la ressource pétrolière congolaise. Pourtant, il y a quelques petits progrès dans le sens d'une plus grande transparence. Aloïs Ligo. Il y a des efforts qui ont été réalisés, ça on ne peut pas le nier. Il y a des informations qui sont publiées sur le site du ministère des Finances congolais. Le Congo participe à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Maintenant, est-ce que ces efforts sont suffisants pour réellement résoudre le problème de la corruption? La question reste entière. Pour la population congolaise, en effet, effort de transparence ou pas, les revenus ne sont pas au rendez-vous. Philippe Hugon. On peut considérer par exemple qu'à Brazzaville, alors que normalement il y a des ressources importantes, on a un niveau de bidonvillisation, de pauvreté qui est considérable.
le taux de scolarisation net est tout juste égal à 50%, et dans un pays qui a d'énormes ressources minières, qui évidemment a connu la guerre, c'est sûr, qui s'est terminée en 2003, mais ceci n'explique pas évidemment le niveau de santé, le niveau d'éducation, ou le niveau d'habitat, ou de transport, de logement dans lequel se trouve la majeure partie de la population. Donc on a aussi une distribution très inégale de la rente. Outre le bois et le pétrole, le Congo dispose d'une économie de services, les banques par exemple, très embryonnaire et très liée évidemment à l'exploitation des matières premières. Et ce contrat en est une preuve. Ce contrat en est une preuve. Le Rwanda a eu le temps de préparer des sites touristiques, former les agents, les guides touristiques en langue anglaise, en langue portugaise et différentes langues. Parce que monsieur Hugo Londelé, lorsque vous voulez attirer une diversité de touristes et d'investisseurs, mais vous devez avoir des personnes formées au niveau du pays dans le cadre du tourisme d'investissement. Donc vous devez avoir des Congolais qui comprennent le code et le langage d'investissement et qui peuvent converser en anglais, en espagnol, en portugais et ainsi de suite. Monsieur Hugo Londelé est le ministre du Tourisme. Si je vous pose la question maintenant, est-ce que vous pouvez me donner 10 opérateurs touristiques dans le cadre de l'investissement au Congo-Brazzaville qui sont bilingues, qui peuvent accompagner des touristes et des investisseurs en République du Congo, comme cela est le cas en Afrique du Sud, au Rwanda et bien de pays à travers le monde? Si vous étiez bien entouré, voici des choses qui devaient être faites en amont. Le Rwanda a mis en place un site Visite Rwanda. Un site, quand vous allez sur ce site, vous allez voir qu'il y a une section touriste. Quand vous cliquez dessus, on vous donne toutes les coordonnées, tout ce dont vous avez besoin pour venir au Rwanda, en termes de visa, en termes d'hôtel, en termes de booking. Toutes les informations dont vous avez besoin sont disponibles sur ce site. Monsieur Ingo Londelé, monsieur le ministre du Tourisme. Vous voyez comment est-ce que vous nous faites honte par votre incompétence, votre manque d'organisation? Voilà pourquoi c'est dangereux de donner des responsabilités étatiques à des personnes qui n'ont jamais travaillé dans des entreprises afin de savoir comment gérer un projet du point A au point Z, le parcours client, l'expérience client. Lorsque vous venez comme ça parce que vous êtes un fils à papa, allez directement, président. Quand nous voyons des personnes comme les ministres Bruno Utoa et certains d'autres, on voit quand même une certaine déontologie parce que c'est des personnes qui ont travaillé dans des entreprises avant d'avoir des postes ministériels. Bien que j'ai également des choses à reprocher à toutes ces personnes. Mais c'est important d'avoir au moins une expérience professionnelle. Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est pas parce que c'est le mari de ma fille et ainsi de suite, c'est le petit de mon ami, vous mettez des gens comme ça et le résultat, c'est votre image. En ce moment, monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est toute l'Afrique, c'est toute la France, c'est toute l'Europe qui se moque de vous. Parce que ce contrat vient encore de démontrer que le Congo est un pays qui est dirigé comme une maternelle. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un élément essentiel au quotidien, l'électricité. Énergisante source de lumière, c'est une source de vie, de lien social, de progrès et de technologie. Une fois mise au service des peuples, elle favorise l'accès à la santé, à l'eau potable, au développement individuel et à celle de nos sociétés. Alors dès lors que le soleil n'est plus, que la lune éclaire à peine, la lumière devient artificielle. Elle est électrique et abondante. Abondante? Pas certain. Et pas pour tous. Personnellement, j'ai vu la lumière à Brazzaville. La lumière des colons. Jusqu'avant, on était dans l'obscurité totale. Quand il y avait pleine lune, c'est là tous les villages et les enfants étaient en joie.
On jasait, on criait, on faisait tout. Quand la lune était pleine. Mais quand il n'y a plus de lune la nuit, c'était l'obscurité, l'ombre et le silence. Depuis l'espace et dans la nuit, la Terre est lumineuse. La planète est éclairée, pourtant à la surface du globe, les espaces sont plongés dans l'obscurité, rappelant que 60% des populations africaines sont concernées. Dans ce pourcentage, celle du Congo-Brazzaville. On va essayer de parler du courant en général et en particulier de toucher. Le bilan de la quartier, après, on touchait la quartier, monsieur, ce que là-bas, j'ai invité ceux qui couraient la d'habitude, mais non, il faut que des laissés partout. En philo, on sait ce qui se passe. Après Liberté, là, on sait ce qui se passe. J'ai un frère qui vit là-bas, c'est mes cousins. Ça fait aujourd'hui pratiquement 6 mois qu'ils n'ont pas d'électricité. Nous sommes la nuit, on s'inquiète de l'obscurité, ça c'est vrai. Nous nous sentons abandonnés. Il n'y a pas d'électricité. Je suis né là-bas, dans l'hôpital d'un pays que rejoint cet avion, dans un pays dont je n'ai que quelques souvenirs. Mais l'idée d'aller à la rencontre de ma terre natale ne m'a jamais quitté. C'est un retour aux sources pour aller voir d'où je viens, pour comprendre la vie des Congolais que l'on m'a souvent décrit comme étant rythmée par les délestages électriques. Je suis né africain, devenu français très tôt, tout petit, et je ne sais pas moi-même ce que vivent les habitants de la capitale que l'on survole. Alors peut-être qu'un choc des cultures m'attend, qu'il se profile comme une confrontation avec moi-même, avec mes propres idées. Pour l'instant, mon vol s'achève au bout de cette piste à l'approche. La 23R de l'aéroport de Maya Maya. Bienvenue à Brazzaville, en République du Congo. On l'appelle Brazza la Verte. Ma ville-mère qui s'est bâtie à la fois comme héritière d'une architecture d'autrefois, d'un passé colonial français encore présent, se mêlant aujourd'hui à la modernité de l'urbanisme. Et très vite, je suis happé dans les mailles des quartiers populaires, emprisonné sous les toiles tissées du câblage électrique. La problématique de l'électricité demeure une impasse majeure de notre arrondissement, en particulier, mais il faut dire général dans tout Brazzaville, c'est parce que ce n'est pas seulement ici au niveau de l'arrondissement Talangaï où ce problème fait du fou. À Brazzaville, nous avons le courant dans certains quartiers, des lumières que l'on appelle les quartiers forts. À Poto-Poto, on a le courant, il y a Mongali, il y a Wende, il y a un peu une partie de Talangaï. De certains réels, tu marches 3-4 réels, tu vois que l'ampoule c'est comme le bougie. Tu marches 4-3 réels, il n'y a même pas le courant, ils sont avec la groupe, les autres réels ont le courant. Tout ça, ça nous manque d'abord toujours, il y a quelque chose qui manque. Pourquoi ça fait défaut? C'est parce que nous avions une logique de délestage à signaler. Cette logique qui, en réalité, n'est pas bien vécue par la population, fait signe à un embêtement quotidien, un embêtement de tout le temps. Et puis voilà, les gens sont fatigués. La quartier là, on courant la raté vraiment côté baninga, ça courant lui vraiment côté là ça là vraiment monter ma place là. Na ina baninga parce que baninga azola la courant, ngazola la courant. Après ça on va kanda. Moi mbongo sur ma groupealité. Mais ya refuta courant et moi na refuta courant to jaka. Tant courant qui n'a rabé. Et puis on a vraiment pour ça au bomata bango quoi. Biso tu vas voir la molise. J'ai marché les premiers soirs pour me perdre dans la pénombre, croisant des silhouettes humaines distinguées par les phares des voitures, à défaut de l'être par les lampadaires qui se dressent, inopérants dans la nuit. Je ne peux pas quand même refuser qu'il y ait un peu d'électricité, puisque il arrive qu'une partie du quartier soit éclairée du fait de leur tour qui est donné. Mais 2 jours après, ils sont en difficulté, ceux de cette partie du quartier.
au profit de l'autre partie du quartier. Dans mon secteur, on a un transfo. Dans ce transfo-là, il y a plusieurs départs. On a 350 à 400, allant même de 500 maisons à alimenter. Ici, pas un transfo vraiment efficace qui pourra peut-être maîtriser 500 maisons. Donc c'est peut-être un transfo à alimenter 250 ou 200 maisons. Je suis donc venu m'approprier, me réapproprier ma ville natale, pour être chez moi et me laisser engloutir dans une problématique qui, à cet instant, me dépasse. Et même dans la maternelle, il y a plus d'ordre que ça. Parce que nous avons des enfants, nous voyons comment les maternelles sont organisées et les enfants sont disciplinés. C'est une honte. Pas de site. Où est le site Visite Congo, République du Congo, ou Visite Congo Brazzaville comme vous l'avez fait? Aucun site. Une erreur grave. C'est comme si vous allez jeter de l'argent comme ça, mais vous n'avez pas préparé le filet. Mais le filet, c'est quoi? Parce que le contrat, le club lui laisse le filet. Une fois que vous attrapez l'attention de l'audience, mais il faut les emmener quelque part pour pouvoir faire ce qu'on appelle la conversion. La conversion de l'attention en monétisation, comment on appelle, de l'attention à la monétisation. Et ça passe par le site, monsieur Ngolondele, monsieur le ministre du Sport. Ça passe par le site internet, monsieur le ministre du Tourisme, monsieur Justin Bombo, responsable du numérique. Vous voyez, monsieur Hugues Ngolondele, le danger de faire des choses sans consulter notre ministère et sans faire passer des tels contrats devant le Parlement, devant l'Assemblée et ainsi de suite. Vous voyez comment vous vous humiliez, Yomoko. Loi comme dit monsieur Okongakala. Loi est vous avez vu comment vous venez de vous faire attraper comme ça, vous venez de vous faire humilier. Il n'y a aucune préparation digitale, aucune préparation offline. Est-ce que vous avez des entreprises, monsieur Ngolondele et le ministre du Tourisme, vous avez combien d'entreprises de tourisme enregistrées au Congo? Donnez-moi 10 entreprises de tourisme qui fonctionnent bien au Congo. Il y a l'une des entreprises qui se fait distinguer, la Rwanda. Ce frère-là, il fait la promotion de la République du Congo. Mais est-ce que ce dernier est même soutenu? Donnez-moi 10 entreprises qui sont capables de recevoir 100 000, 200 000 touristes par mois ou même par an. Parce qu'il y a des pays qui reçoivent des 500 000, 300 000 touristes par mois. Mais j'aimerais juste réduire ça par an. Est-ce qu'aujourd'hui le Congo-Brazzaville a les atouts en offline pour recevoir 300 000 touristes européens, asiatiques, américains? Vous avez des bus, monsieur Ngolondele, pour recevoir ces personnes. Est-ce que vous avez un bus moderne, climatisé, avec des écrans, pendant que le bus fonctionne sur les écrans? Par rapport à l'endroit où le bus se trouve, c'est connecté, ce qu'on appelle la connexion des objets par Internet. Donc par rapport à l'endroit où le bus se trouve, l'écran est en train de parler de l'histoire du quartier, l'histoire des monuments qui se trouvent tout autour et tout ça. Est-ce que vous avez un mot? Vous voyez que vous faites des choses dans la précipitation. Vous faites des choses comme des amateurs. Vous êtes en train de détruire mon pays bien-aimé. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'experts au Congo et dans la diaspora. Les experts sont là, nous sommes là. Mais c'est parce que vous détestez votre pays. Tout ce qui compte pour vous, c'est de trouver un projet avant de l'utiliser pour soutirer de l'argent dans la caisse de l'État pour vous enrichir de plus belle. Voilà votre objectif. Et sur le troisième point, le transfert d'expertise. Dans ce contrat, vous nous parlez, non, il s'agit d'un transfert d'expertise. L'Olympique Lyonnais va nous assister avec la réinstallation, la remise en place, la remise en forme, la remise en fonction du site de Kintélé, du sportif de Kintélé. Mais monsieur Hugues Ngolondele, depuis quand, dites-moi, le club lyonnais est-il une entreprise de BTP? Est-ce que le club lyonnais est une entreprise spécialisée dans le bâtiment
la construction des bâtiments, des stades, des infrastructures sportives. Pour donner une telle responsabilité à un club. Mais est-ce que nous sommes sérieux? Vous voyez, de fois, on veut parfois parler du bien du pays et tout ça, mais puis non encore au ministère a toujours Macambo, des choses qui font honte à la patrie. Vous êtes les premiers à poser des actions qui font honte à la patrie. Vous-même, vous vous exposez, vous vous humiliez en termes de transfert d'expertise. Ils disent que non, voilà, ils vont former, comment on appelle, nos cadres au niveau du pays, sur le management en sport, ils vont former des sports et tout ce qui suit. Je vais vous dire une chose. Pour apprendre, on choisit des références. Je répète, pour apprendre, on choisit des références. Par là, je veux dire, lorsqu'on veut apprendre comment devenir meilleur dans le domaine du management sportif, on choisit des références dans le domaine. Pour comprendre au mieux l'ampleur de la chute lyonnaise depuis maintenant plus de 15 ans, on va faire un gros bond dans le passé, direction l'année 1987. Alors criblé de dettes et se battant pour son maintien en 2e division, le club rhodanien voit son histoire basculer cette année-là lorsque Jean-Michel Aulas, entrepreneur local émérite, est nommé président de l'OL sur proposition de Bernard Tapie. Donc nous progressons, mais tout doucement. S'en suivra une période dorée à Gerland et une ascension express pour les Gaunes au début des années 90, des Gaunes qui vont donc aller jusqu'à soulever, au bout du suspense en mai 2002, une D1 qui leur échappait depuis toujours. Démarre alors pour les Gaunes une période d'hégémonie totale et inédite en Europe, où l'OL, devenu modèle référence de gestion économique et sportive sur le vieux continent, enfile les titres nationaux et rafle tout sur son passage, faisant alors rêver toute une génération de jeunes footeux par son équipe 5 étoiles. 7 titres de champion de France en 7 ans, vraiment c'est incroyable, c'est hallucinant. Personnellement j'ai grandi et j'ai commencé à appréhender le football à cette période, et pour tout vous dire, même si j'habitais à 600 km de Lyon, eh bien j'avais au moins la moitié de mes potes qui étaient fans de l'OL, tellement c'était phénoménal. Et pourtant, eh bien comme toutes les bonnes choses, ce règne lyonnais, à un moment, va prendre fin. Été 2008. Après un nouveau doublé coupe championnat couplé à une énième déception européenne avec une élimination dès les 8e de finale de la C1, Jean-Michel Aulas le sait, son OL est à un tournant. Et pour enfin passer un cap en Ligue des Champions et décrocher le Saint Graal qui lui manque, le président décide au cours de l'été de nommer un jeune entraîneur talentueux à la tête de l'équipe, Claude Puel, et d'investir dans le même temps 132 millions d'euros lors des mercatos des 2 premières saisons de l'ancien coach lillois à Lyon. Par ce fait, Aulas le confirme alors définitivement, l'OL est une place forte du football français et européen. En tout cas économiquement, car sur le terrain, malgré les arrivées de Lloris, Makoun ou encore Ederson en 2008, l'OL, affaibli par la volonté de Claude Puel de tout changer à son arrivée, va contre toute attente boucler la saison 08-09 à une 3e place décevante derrière l'OM et les Girondins de Laurent Blanc, terminant ainsi l'année sans titre, une première depuis 8 ans. Et pire encore la saison suivante, orphelin de son icône maison Karim Benzema, parti au Real Madrid, et de sa légende Juninho qui s'exporte au Qatar, le club échoue à nouveau à rajouter une ligne à son palmarès malgré la signature de joueurs comme Lisandro Lopez, Louvren ou encore Michel Bastos. Une terrible déception pour les supporters malgré une demi-finale de Ligue des Champions qui peinera à les consoler. En fait, si à ce moment-là l'OL connaît un déclin, on peut se dire que c'est tout à fait normal, que dans le football comme dans la vie, tout est cyclique, que les choses viennent, repartent, etc. Et que bien entendu, à un moment ça devait s'arrêter, peut-être que ça reviendra prochainement. Sauf que le problème avec cette fin de domination doctrinale de l'OL, c'est qu'au-delà de cette simple explication tout simplement cyclique, eh bien il y a une vraie raison pour moi, c'est l'émergence, ou en tout cas la transformation que connaît le football dans le même temps, avec l'émergence de la data et des statistiques qui font naître au sein des clubs de nouvelles façons de travailler dans le football de haut niveau, que ça soit dans le recrutement, dans l'analyse des performances ou même dans la compréhension plus globale du football, avec l'apparition de tout un tas de nouveaux métiers, de spécialistes dans des domaines ultra précis.
Sauf que le problème, c'est que l'OL va passer complètement à côté de cette révolution footballistique, Jean-Michel Aulas étant encore, à ce moment-là, convaincu du fait que sa grande expérience à la tête du club lui permettra de le replacer au sommet de la hiérarchie française et pourquoi pas même européenne, et il est d'autant plus convaincu qu'il peut tout gérer tout seul après l'échec de Claude Puel à la tête de Lyon, un coach à qui il avait pourtant laissé beaucoup de liberté. Sauf qu'évidemment, gérer un club de football c'est très compliqué, et d'autant plus à ce moment, d'autant plus dans un moment d'effervescence intellectuelle autour du ballon rond, et d'autant qu'en plus de ça, Aulas en parallèle va aussi être largement accaparé par le projet de construction du stade OL, qui limite d'ailleurs également drastiquement le champ d'action économique du club sur le marché des transferts, à tel point qu'épaulé seulement par Bernard Lacombe, Gérard Rouillet, puis plus tard Florian Maurice, Jean-Michel Aulas va se retrouver tout simplement dans l'incapacité de réussir, sans directeur sportif et sans gros moyens, à mettre en place une stratégie sportive claire, ce qui, bien entendu, va affaiblir un peu plus chaque saison l'effectif lyonnais. 3e en 2011, 4e en 2012, 3e en 2013, puis 5e en 2014 derrière Saint-Etienne. Si l'OL ne sort pas du top 5 du championnat pendant cette période et glane même une Coupe de France, il n'en reste pas moins que clairement, le grand Olympique lyonnais rentre alors peu à peu dans le rang après une décennie de gloire et n'est désormais plus l'ogre du championnat français, d'autant plus après le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar à l'été 2011. Lorsque vous voulez apprendre sur la formation des joueurs qui deviennent des grands joueurs à l'échelle internationale pour gagner des grands championnats, on doit se référer aux références. Mais est-ce qu'en ce moment l'Olympique lyonnais est une référence? Monsieur Hugo Londélé, Madame Michel Congre, présidente du club olympique lyonnais. Mais est-ce qu'en ce moment ce club est une référence mondiale dans ce domaine? Les classements du CIES, Football Observatory, montrent des académies leaders récurrentes. Et là, je vous donne des exemples. Ajax, Benfica, Sporting, Real de Madrid, Barcelone. Lyon a une tradition de formation, nous sommes d'accord, mais ne figure pas dans le top 3 des dernières hiérarchies mondiales, UEFA, sur la production des joueurs ou la valeur de l'académie. Tout ce que je dis, c'est basé sur des faits. Vous pouvez aller le voir sur footballobservatory.com, sur Diario AS et Cadena CER. C'est-à-dire qu'il y a des références. Nous, ici, nous parlons sur une base des faits. Donc c'est juste parce que Bilan la Congo, ce gouvernement-là, vous faites comme une compétition des derniers. C'est comme si Bilan tout la ministre, comment on appelle, vous faites une compétition pour voir qui sera le dernier parmi tous les ministres. C'est pour ça que vous allez prendre un club qui n'est pas parmi les meilleurs dans le domaine dans lequel vous signez le contrat, mais vous voulez que le Congo devienne meilleur en sport, en management, en gestion de structure et tout ça, vous allez prendre un club qui n'est même pas une référence dans le domaine. Il est évident que Bino, mission à Bino, c'est de faire du Congo les derniers de la classe. En dehors des faits que j'ai mentionnés sur le cas des références et des statistiques sur la gestion, des clubs, les top clubs en termes de formation de joueurs, en termes de gestion d'académie et tout ce qui suit. À cela, on ajoute également le contexte d'instabilité récente, la sanction de la DNGC, la DNCG, la relégation administrative en Ligue 2 qui a été prononcée puis annulée en appel en juillet 2025. Nous savons tous que l'Olympique lyonnais a failli être relégué en deuxième division pour un problème de difficulté budgétaire, de gestion financière, de management et de performance. Comment vous allez prendre un club qui est en difficulté budgétaire, de gestion, de management, un club qui est en difficulté de performance dans son championnat, un championnat faible, lorsqu'on essaie de le comparer avec la Liga et la Première Ligue en Angleterre et tout ce qui suit. Alors comment est-ce que vous pouvez aller choisir un tel club, monsieur Hugo Londélé? Mais vous n'aimez pas le Congolais, vous n'aimez pas votre pays, vous ne respectez pas les trois couleurs de votre drapeau. Vous voyez?
Madame Michel Kong, qui aujourd'hui est présidente de l'Olympique lyonnais. Elle là, elle va passer pour la grande méchante aux yeux des supporters lyonnais. Et pourtant, écoutez bien ce que je vais dire, on parle d'une femme et c'est elle qui va prendre ses couilles à deux mains pour nous maintenir en vie. J'espère que je n'apprends rien à personne, c'est ce que je vous dis depuis le début. L'OL se prépare à une grande braderie. Même en cas de maintien en Ligue 1, l'Olympique lyonnais va devoir complètement changer ses plans sportivement, avec notamment la vente des grosses valeurs marchandes de l'effectif et des joueurs qui ont un gros salaire. Il était temps. Et là, je vais encore passer pour le rabat-joie de service qui se complaît en tant que supporter de voir une équipe ridicule jouer le milieu de tableau. Mais quant à l'OL, ça fait un paquet d'années qu'on fait que de la merde avec notre argent. Bah faut pas se surprendre que tous les étés, on sera convoqué par la DNCG, tous les étés, on sera dans la merde, et puis un beau jour, il y a les actionnaires qui diront « Là, c'est bon, on en a plein le cul, vous savez pas faire, on abandonne, on jette l'éponge. » Pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, ce mec là que vous voyez danser là, vous voyez là ou pas? Cette année, c'est le 4e salaire de l'Olympique lyonnais. Le mec, et je vous parle même pas du sportif, de toute façon, il y a rien à dire sur le sportif, il nous prend 3,6 millions d'euros pour jouer chez nous. Et là, vous allez me dire que dans le monde du football, c'est bien connu, quand on récupère un joueur pour quasiment rien, bah le joueur et l'agent négocient sur le salaire, et c'est pour ça qu'ils ont un gros salaire. Je vais vous répondre comme la DNCG, j'en ai rien à foutre. Et pour vous montrer ô combien on est horrible sur le marché des transferts et sur la gestion de notre masse salariale depuis un petit bout de temps, c'est qu'en fait, même quand on achète des joueurs chers, comme lui, Niakate, et ben ça nous coûte aussi cher en salaire, puisque c'est le même salaire que Jordan Verretou, Niakate, c'est le 5e salaire de l'effectif. Pour vous donner un exemple frappant, à l'OL, Verretou et Niakate, c'est un plus gros salaire que Tagliafico. Sauf que Tagliafico, sur le CV, sur la grinta, sur l'attitude, sur l'ambition, et bordel de merde sur le football pur et dur. Donc oui, quand je vois ça, j'espère que cette femme va nous faire un grand ménage. Bien évidemment que d'un point de vue sportif, on va subir. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, ça fait un paquet d'années qu'on subit déjà. Depuis que le PSG a été investi par le Qatar, on est la 2e grille salariale de France. Sauf que sportivement parlant, on est une équipe qui à l'arraché joue la 7e et wouhou, 6e place. À payer des 4 millions d'euros des danseuses de TikTok. Donc sur les années à venir, dans le meilleur des mondes, on sera peut-être amené effectivement qu'à jouer le milieu de tableau. Donc est-ce que je suis content? Non. Mais en tant que supporter lyonnais, j'en ai marre à chaque fin de saison de se poser la question de est-ce qu'on survit, est-ce qu'on survit pas, est-ce qu'on est dans la merde, est-ce qu'on n'est pas dans la merde. Michel Kang avec son plan d'austérité va peut-être nous éloigner de certaines starlettes ou de petites paillettes ou je ne sais quoi. Et on va en revenir aux bases, peut-être qu'avec cet argent-là, on va plus avoir de footeux que de danseurs. Et dans notre situation, ça me va très bien. Est-ce que vous savez qu'il y a cela quelque temps, Madame Michel Kang a donné 4 millions de dollars à une équipe de rugby aux États-Unis? Un pays prospère et organisé comme les États-Unis, cette dame a donné un don de 4 millions de dollars. Parce que cette dame est également passionnée en ce qui concerne la promotion du sport féminin. Et elle a donné 4 millions de dollars. Parce que cette dame, Michel Kang, bien qu'elle est asiatique, mais elle est américaine. Elle a donné 4 millions de dollars. Mais quand elle vient au Congo, un pays en difficulté, un pays moins organisé que les États-Unis dans le cadre du sport, au lieu de venir faire un don, même dans le cadre même du sport féminin, mais elle vient chercher de l'argent. Elle vient soutirer de l'argent auprès d'une nation qui est déjà en difficulté et qui a un problème de structuration au niveau du sport et précisément du football. L'an dernier, toujours dans l'ambition de promouvoir le sport féminin, elle fait un don de 4 millions de dollars à l'équipe de rugby, comme je l'ai dit. Et elle précise ceci: je suis très heureuse de soutenir ces athlètes exceptionnels pour qu'elles réalisent leur rêve de remporter l'or à Los Angeles 2028. Vous voyez, elle donne 4 millions, elle est en train d'investir pour que cette équipe puisse gagner en 2028. Vous voyez le sens de la vision? Et elle dit ce travail commence maintenant. Mais bizarrement, quand elle vient en République du Congo, elle ne voit pas l'état du sport féminin en République du Congo. Elle ne fait aucun don, même de 100 000 dollars. 100 000 dollars, 200 000, 500 000 dollars, ça va beaucoup aider le sport féminin en République du Congo. Mais elle ne le fait pas. Elle vient suggérer de l'argent auprès d'un pays où le sport est à terre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez l'incohérence dans ce contrat? Est-ce que vous voyez l'incohérence dans ce contrat? Et nous allons dans le 4e point. Les preuves d'impact. Ce que délivrent les clubs méga audience. Parce que oui, lorsque nous parlons du marketing des contrats de marketing entre une nation et un club, tout tourne autour de la méga audience. Ce sont des clubs méga audience. Ce sont des clubs qui ont une forte audience afin de vous permettre de véhiculer un message, afin de vous permettre de vendre votre pays, afin de vous permettre de vendre vos objectifs.
Et dans ce cadre-là, nous allons vous donner quelques éléments pour vous montrer une fois de plus que le Rwanda a bien fait ses études de faisabilité, la RDC a bien fait ses études de faisabilité. C'est pour cette raison d'ailleurs que la RDC a eu à rejeter ce contrat avec l'Olympique Lyonnais, parce que je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'au départ, le contrat était destiné à la RDC. Et ce contrat a été détourné et nous allons en parler tout de suite. La RDC a fini par choisir le Barça. Pourquoi? Je vous donne les statistiques. Le Barça a 23,8 millions d'abonnés sur YouTube. C'est le club qui occupe la première place en termes d'abonnés. Voilà. Donc il s'agit ici, comme je disais, la RDC a choisi le Barça et ce n'est pas le hasard. Ils ont compris, ils ont fait une bonne étude de faisabilité. Le Barça a 23,8 millions d'abonnés sur YouTube. C'est le club qui occupe la première place en termes d'abonnés sur YouTube. Vous voyez tout de suite qu'en termes de visibilité, la RDC a fait un calcul sensé. Au niveau de live, le Barça fait jusqu'à 3,2 millions de spectateurs simultanés lors d'une projection en live sur leur chaîne YouTube. Un exploit que l'Olympique Lyonnais n'est pas capable de faire. Et cette information peut être revérifiée sur Compare 2025. En dehors de ça, le Barça a 424 millions d'abonnés sociaux au total. Une visibilité planétaire assurée pour la RDC. Et même le mot qu'ils ont choisi, le cœur de l'Afrique. Vous voyez même que ce mot-là, c'est bien réfléchi et ça sonne. Mais M. Ngolondele n'a pas eu le temps de s'asseoir avec des experts de la diaspora et du pays pour réfléchir afin de trouver même un mot qui allait résonner afin d'accompagner cette campagne. Bomoni, Bisigna Signa, Bilokaraboye, Bisigna Signa, M. Ngolondele. Vous voyez combien de fois vous êtes en train de détruire le Congo? Et je passe maintenant sur le cas de l'Arsenal. Arsenal PSG pour le cas du Rwanda. Ils ont encore fait une étude bien calculée. 35 millions d'impressions par jour sur le maillot d'Arsenal. En ce qui concerne le PSG, il est dans le top 5 mondial en termes d'abonnés. Vous voyez que par rapport à cela, le Rwanda, M. Kagame, est entouré des personnes réfléchies. Et il ne signe pas n'importe comment. Il ne se précipite pas à tenir un maillot sans poser des questions sur tous les détails du contrat, comme a fait M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous voyez? Peuple congolais, regardez comment que notre pays est en train d'être détruit, vendu, humilié. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, comment dirais-je, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, gloire aux soldats du 17e.
Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Regardez vous-même. Nous ici, nous sommes dans les faits. Là, on peut s'appuyer aux chiffres. Je vous donne des chiffres. Je vous donne des éléments avec des références. Nous ne sommes pas dans la propagande. Nous ne sommes pas dans des insultes. Nous ne sommes pas dans les mots. Non, nous sommes dans l'intelligence et dans la proposition des solutions. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de Lyon, en total, 3 millions d'abonnés sur Instagram, il n'est même pas dans le top 20 des clubs européens en revenus, en termes de revenus sur la vente des maillots et des marchandises. Donc par les merchandising, c'est ce qu'on appelle tous les produits qui sont fabriqués, les bonnets et tout ça, tout ce qui est fabriqué, les produits vendus pour vendre aux supporters et tout ce qui suit. Vous voyez que l'Olympique n'est même pas dans le top 20. Donc même sur le plan de l'impact offline. L'impact offline, ça veut dire quand les gens portent le maillot, par exemple, dans les rues et tout ça, combien de personnes vont acheter ce maillot pour assurer une visibilité offline de la République du Congo? La visibilité offline avec l'Olympique Lyonnais est très faible, en dessus même de 30%. Alors, et vous allez dépenser une si grosse somme, vous dépensez même plus que ce que la RDC était sur le point de dépenser. Mais monsieur Hugo, mais c'est quoi cette pagaille? C'est quoi cette pagaille? Et je vais chuter en ce qui concerne ce sujet du contrat de l'Olympique Lyonnais sur la controverse sur le contrat, les allégations et besoin de transparence. Vous voyez, dans tous les pays que nous venons de citer, lorsqu'ils signent un tel contrat, ils présentent le chiffre auprès de la population, auprès de l'opinion internationale. Les chiffres sont connus. Pour le contrat RDC avec le FC Barcelone, ce contrat est évalué à de 10 à 11 millions d'euros par an sur 4 saisons. Vous voyez que les chiffres sont connus. Les chiffres sont connus, monsieur Hugo Londele. Tout ce que vous faites, c'est toujours caché. Vous faites des choses en cachette. Vous ne voulez pas divulguer les informations, ce qui est contre la Constitution. Cela est contre la Constitution, monsieur Hugo Londele. Il faut donner les chiffres, la RDC a donné les chiffres. Soit un total de 46 millions de dollars au total. Un contrat daté du 29 juin 2025, selon Reuters, Sport et Business Journal. Les statistiques sont là. Qu'en est-il du Rwanda? Le contrat Rwanda, visite Rwanda avec Arsenal. 10 millions d'euros par an sur le dernier accord reporté. Partenariat lancé en 2018 selon Reuters. Vous voyez encore une fois avec le Rwanda, les prix sont là. Avec le PSG, de 8 à 10 millions d'euros par an. Accord 2019, extension 2025 confirmée. Vous voyez le sérieux des autres États? Pourquoi vous cachez les chiffres? Vos salaires, vous cachez, vous ne voulez pas officialité, mais en France, les salaires des ennemis sont connus. Pourquoi vous aimez cacher? Parce que vous savez que vous êtes en train de voler l'argent de l'État. Vous savez qu'il y a une mafia de retrocommission. Vous voyez? Selon des informations récentes, Monsieur Luc Malanda, confirmé par Monsieur Luc Malanda, le propriétaire de ce projet-là, que vous avez eu à détourner. Le propriétaire et initiateur du projet avec l'Olympique Lyonnais, initialement destiné à la RDC, affirme que son projet a été détourné, volé, puis présenté en République du Congo après le refus de la RDC. Qui aurait rapidement compris que le contrat avec l'Olympique Lyonnais était surtout bénéfique pour ce club qui est en difficulté et non pour la RDC. Bon, Moni, quand même, d'autres États au moins, ils ont la jugeote et ils savent l'utiliser. Ils ont la jugeote et ils savent l'utiliser. Après négociation, ils ont fait une étude, les experts qui entourent M. Tshisekedi et le ministre du Sport, ils ont fait une étude en disant non, il y a anguille sous roche. Nous sommes perdants dans ce deal. Ils ont refusé de signer le contrat avec l'Olympique Lyonnais et ils ont
signé finalement avec le Barça parce que les chiffres et le retour à l'investissement avaient plus de sens. Voici ce que d'autres nations sont en train de faire. Bilan comme on a dit ça que, moi, petit joueur, que vous n'êtes pas des gestionnaires d'État, que vous ne savez pas gérer des projets, que vous êtes des amateurs. C'est pas nous, hein. Vous-même, vous êtes en train de vous faire insulter devant vos homologues, devant vos collègues. Alors, nous allons vous défendre comment? Comment pouvons-nous vous défendre, M. Hugo Londelé? Comment pouvons-nous nous défendre? C'est notre rêve de dire que nous avons le meilleur ministre de sport. C'est notre rêve de dire que nous avons le meilleur ministre de tourisme, que nous sommes les premiers en termes de sites touristiques, que nous sommes les premiers en football. C'est notre rêve. Toutes nos émissions vont se transformer en émissions de louanges. Mais malheureusement, vous posez des actions médiocres, pitoyables. Hein? Vous voyez comment est-ce que, quand on compare avec le Rwanda, la RDC, vous voyez comment est-ce que vous avez été maîtrisé. Vous avez été maîtrisé, M. Hugo Londelé, vous avez été maîtrisé. Vous avez été maîtrisé, M. Denis Sassou Nguesso, par l'Olympique Lyonnais. Madame Kong, Michel Kong, qui est une femme d'affaires par essence, elle a su comment vous maîtriser. Elle vous a fait signer. J'espère que ce contrat n'est pas encore signé. Voilà pourquoi nous boycottons ce contrat. Nous le boycottons parce qu'il n'est pas utile pour la République du Congo. Parce que le club lyonnais vous a maîtrisé. Ils vous ont vu. Parce que le Congo ne va rien recevoir sur ce projet. Et d'ailleurs, M. Luc Malanda, le propriétaire de ce projet qui a été détourné sans être payé, a eu à préciser, il indique que l'Olympique lyonnais, selon ses conversations internes, était prêt à signer pour 3 500 000 euros. Mais M. Hugo Londelé, je ne sais pas où est-ce que vous avez appris l'art de la négociation. Vous êtes allé, voilà, vous êtes allé signer un contrat et vous êtes prêt à donner le double de ce que le club lyonnais était prêt à accepter en RDC. Un pays qui est déjà plus grand en termes de population et tout ça, ils ont pu négocier un prix inférieur. Mais vous, un petit pays comme le Congo, vous êtes prêt à dépenser le double. Donc, monsieur Hugo Londelé, où est le sérieux? Est-ce que vous n'avez pas des experts en termes de négociation? Est-ce que vous n'avez pas d'experts? Mais pourquoi est-ce que vous nous faites honte comme ça? Le propriétaire de ce projet a dit clairement qu'en off, quand ils ont causé en interne, à cause de la difficulté du club de Lyon. Vous savez, pour tous ceux qui ont étudié l'art de négociation en business, souvent les gens achètent des business en détresse ou ils achètent des actions de business en détresse parce qu'ils sont en position de difficulté. Et face à ça, ils sont prêts à accepter des offres qu'ils ne pouvaient pas accepter lorsqu'ils étaient en position de force. Vous voyez? La manière dont vous négociez avec l'Olympique lyonnais, si il avait gagné comment on appelle, le trophée, le plus grand trophée en France, le plus grand trophée de sa ligue, et il a gagné les plus grands trophées sur le plan européen et tout ce qui suit, et s'il avait les meilleurs joueurs qui avaient des grosses bombes en termes de maillot, mais le club lyonnais n'allait pas négocier avec vous de la même manière. Mais comme ils savent que vous ne connaissez pas l'art de la négociation, vous êtes complexé, vous venez donner des chiffres astronomiques. Et comme a dit M. Luc Malanda, il a dit qu'il n'y a que deux choses. Hein. Soit vous êtes prêt à payer le double parce que vous êtes incompétent, vous ne savez pas négocier, ou soit c'est parce que vous avez intentionnellement doublé la somme dans le cadre d'avoir des rétrocommissions, parce que vous voulez en fait augmenter le chiffre afin de retirer cet argent dans le secret, comme vous avez l'habitude de le faire en République du Congo. Le projet coûte 2 milliards, vous dites 4 milliards afin de récupérer 2 milliards pour vous enrichir. Est-ce donc ça votre plan, M. Hugo Londelé? Est-ce donc ça votre stratégie? Malgré tout ce que vous possédez, vous voulez encore piller le peuple congolais qui souffre déjà assez? À l'aube des élections, au lieu de briller par des projets louables, vous êtes en train de briller dans la médiocrité, dans le vol, dans la gabegie, la mauvaise gestion des fonds de l'État. Voici, mesdames et messieurs,
les faits concernant ce projet. Au-delà de tout ça, monsieur Ngolondele, vous vous mêlez dans une histoire qui peut salir encore votre réputation parce que monsieur Luc Malanda l'a dit clairement sur des médias que vous n'êtes pas sérieux, que vous prenez le projet appartenant à d'autres personnes et vous l'utilisez pour des fins personnelles, pas même pour faire... Donc votre intention n'est même pas de faire profiter la nation congolaise pour améliorer le sport, pour améliorer le pays et pour améliorer l'économie et le tourisme. Il a dit clairement que ce n'est pas votre intention. Votre but est de voler ce projet afin de sortir de l'argent de caisse d'État pour vous enrichir de plus belle. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des personnes impliquées dans ce projet, M. Ngolondele. Et dans tout ça, le procureur, M. Okongakala, est silencieux. Vous ne dites rien. Mais lorsqu'il s'agit des Congolais faibles qui ne peuvent pas se défendre, vous êtes les premiers à venir avec des caméras. Vous savez, M. Okongakala, j'aime vraiment ton côté, ta personnalité, tout ça, vous me faites rire et tout ça, mais il est l'heure que vous puissiez prendre votre travail au sérieux. La loi n'est pas seulement faite pour les faibles, mais la loi est faite pour tout le monde, même le président de la République. Mesdames et messieurs, voici la réalité sur le contrat de l'Olympique Lyonnais. C'est pour cette raison que nous boycottons ce projet. Nous le boycottons. Et toujours dans le cadre de l'incompétence de ce gouvernement, je vais chuter, nous allons chuter dans cette émission en parlant des propos de M. Koliné Makosso lors d'une assemblée générale du Parti congolais du travail. Ce dernier a eu à faire des déclarations méprisables à l'égard de l'opposition congolaise. Il est du devoir du commissaire politique que je suis de vous édifier rapidement sur l'histoire, sur la doctrine, sur l'idéal, sur les missions et sur les objectifs de ce parti. Pour que vous ne soyez pas comme les autres militants d'autres partis, de simples ignorants qui ne maîtrisent rien du tout de l'idéal de leur parti, ou qui ne savent même pas pourquoi ils militent au sein d'un parti politique. Vous, militants du Parti congolais du travail, vous devez avoir une parfaite connaissance de vos idéaux. Vous devez avoir une parfaite connaissance de l'histoire de votre parti. Vous devez avoir la maîtrise de vos statuts. Vous devez connaître les normes d'organisation de votre parti pour que, lorsque vous allez vous mettre à discuter avec les autres, lorsque vous allez vous mettre à débattre avec les autres, vous ayez des arguments solides. Parce que ceux qui sont en face de nous n'ont jamais eu d'arguments. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'idéal. Ils ne savent pas pourquoi ils militent au sein des partis politiques. Ils n'ont même pas une histoire de leur parti. Ils sont pour la plupart de simples groupes d'agitation. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre ce segment, cette déclaration arrogante de M. Koliné Makosso. Cette manière de parler avec arrogance, cette déclaration allait avoir un sens si M. Koliné faisait peut-être partie d'un parti politique comme celui de M. Kagame ou de M. Ramaphosa, des pays où le gouvernement est capable de prouver qu'ils font des choses tangibles dans tous les secteurs pour leur pays. Mais cela n'est pas le cas pour vous, M. Koliné Makosso. Dernièrement, déjà, lors de votre passage sur RFI, vous avez eu à faire des déclarations en disant, nous donnons notre parole, que si vous êtes capable de nous prouver des pays qui ont déjà eu à gracier des personnes arrêtées pour coup d'État, atteinte à la sûreté de l'État, eh bien, nous allons faire la même chose. Je vous ai donné des exemples ici. Jusqu'aujourd'hui, M. Mokoko, M. Okombi et tous les prisonniers politiques n'ont pas été libérés. Vous venez de prouver déjà que M. Koliné Makosso, vous n'êtes pas un homme de parole. Vous n'êtes pas honnête, M. Koliné Makosso. Et en ce qui concerne vos déclarations, vous dites que, vous voyez, vous vous adressez aux jeunes nouvelles recrues de votre parti de gangsters. Vous dites que non, vous devez maîtriser tous les codes du parti, les règlements, vous devez savoir comment répondre et tout ça, faire des débats.
face à cette opposition qui est juste dans des insultes et tout ce qui suit. Ils ne sont pas capables de se défendre et tout ça. Ils ne sont capables de ne rien proposer, tout ça. Mais M. Koliné Makosso, de quoi parlez-vous, M. Koliné Makosso? De quoi parlez-vous, M. Koliné Makosso? Nous allons déjà commencer. Lorsque vous dites qu'ils sont dans les insultes, déjà, moi, je veux vous dire une chose. Vous dites qu'ils sont incapables de faire des débats. M. Koliné Makosso, moi, je vous prends, je vous donne un défi pour un débat. M. Koliné Makosso, Joura Luemba, on débat. Puisque vous dites que vous savez faire des débats, et vous savez qu'ici, sur droit humain, nous ne sommes pas ni dans des insultes, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas dans des racontages, dans des émotions et tout ce qui suit, nous sommes dans des faits. Tout ce que nous disons est basé sur des faits, sur des rapports. Vous êtes les premiers, M. Koliné Makosso, à fuir les débats. Dans d'autres pays, pendant les périodes électorales et tout ça, les présidents et tout ce qui suit passent à la télé face à l'opposition pour défendre leurs idées, leurs idéaux, défendre leur bilan. Mais pourquoi est-ce que M. Denis Sassou Nguesso ne le fait pas? Pourquoi est-ce que vous évitez les plateaux pour débattre avec les opposants? Si vous savez débattre, vous n'êtes pas capable de débattre. Vous êtes magistrat et vous avez plus d'expérience en politique que moi. Alors je vous invite pour un défi. Venez et humiliez-moi en public en Mondiovision. Nous allons voir. Vous parlez de débat et tout ça, de bilan. Mais monsieur, vous parlez même de connaître les codes du PCT, savoir comment défendre nos valeurs. Vous avez quelles valeurs, monsieur Koliné Makosso? Nous allons commencer. Je veux juste parler de deux éléments pour vous montrer que vous êtes un concert pour la République du Congo. Le PCT est un concert pour la République du Congo. Je commence par l'acronyme de votre parti politique. PCT, Parti Congolais du Travail. Monsieur Koliné Makosso, juste avec le nom de votre parti politique, dites-moi, où est le travail du PCT après 40 ans? Vous vous appelez Parti Congolais du Travail. Monsieur Koliné Makosso, où est le bilan de votre travail? Le PCT au pouvoir, ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans, le PCT au pouvoir. Dites-moi quel est le bilan de votre travail. Toute économie a besoin d'une fondation pour se développer. Et cette fondation, c'est l'eau, l'électricité. Monsieur Koliné Makosso, en 40 ans, vous n'êtes pas capable de donner de l'eau potable à la République du Congo. Vous n'êtes pas capable de donner de l'électricité de bonne qualité au peuple congolais. Vous voyez que votre travail sur ce plan est médiocre et nul. Alors, monsieur Koliné Makosso, vous ne portez même pas les valeurs de l'acronyme de votre parti politique. PCT, Parti Congolais du Travail. Votre travail est médiocre sur le plan de la distribution d'eau et d'électricité. La base de toute économie et la base de toute civilisation. Parce que toute civilisation, pour vivre, a besoin d'eau, a besoin d'électricité pour fonctionner. Donc votre parti politique est un parti contre civilisation parce que vous posez des actions qui risquent de détruire la civilisation congolaise parce qu'une civilisation ne peut pas survivre et évoluer sans eau et électricité. Monsieur Koliné Makosso, vous voyez que par rapport à l'acronyme de votre parti politique, vous avez tous failli. De votre leader au plus petit, vous avez tous failli. Quel est le bilan de votre travail sur le plan social? Les Congolais pleurent chaque jour. La diaspora qui a quitté ce pays à cause de la mauvaise gouvernance et de la souffrance et de l'oppression est obligée de prendre soin des Congolais, un travail qui devait être fait par le ministère du Social. À ce niveau également, votre travail, il est médiocre, il est nul, monsieur Koliné Makosso. Et cela est basé sur des faits qui sont reportés par des médias locaux et internationaux. Quel est le travail du PCT, Parti Congolais du Travail? Dans le domaine de l'hydrocarbure, jusque-là, monsieur Koliné Makosso, nous ne sommes pas parmi les pays qui ont un prix de carburant moins cher pour faciliter la vie quotidienne des Congolais, des entrepreneurs. Quel est le prix du carburant en République du Congo?
Comparez ce prix à l'Angola, à l'RDC. Il y a même des pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, mais qui ont un coût de carburant inférieur à celui du Congo. Est-ce que vous n'avez pas honte, M. Koliné Makosso? Est-ce que vous n'avez pas honte, M. Denis Sassou Nguesso? Vous vous appelez Parti congolais de travail, mais votre travail est médiocre sur tout le plan. Dans le domaine du carburant, de l'hydrocarbure, nous n'avons pas des ingénieurs qui sont capables de traiter le pétrole sur toute la chaîne de production, de l'extraction à la transformation. Jusque-là, tous les chiffres qui sont donnés sur les barils exploités sont donnés de manière spéculative. Ce sont les exploiteurs, ce sont les entreprises, c'est Total et autres qui décident et viennent vous dire voici combien nous avons exploité. Vous n'êtes même pas capable de vérifier sur place pour savoir si les chiffres sont corrects. De quel travail parlez-vous, M. Koliné Makosso? Parti congolais du travail. Dois-je continuer? Allons-nous parler du domaine de la santé? Où sont les hôpitaux? Les hôpitaux qui devaient être construits dans tous les départements de la République du Congo. M. Koliné Makosso, vos 12 batailles. Parmi vos 12 batailles, il y avait également l'aspect de la santé. Dernièrement, vous avez organisé un marathon lors de l'indépendance, de l'argent de l'État gaspillé une fois de plus. Et pendant ce marathon, il y a eu au moins 2 personnes qui ont perdu leur âme. 2 personnes qui sont mortes. Et pendant que la personne avait besoin de recevoir des premiers secours, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de personnes formées à chaque intersection clé du parcours du marathon pour pouvoir régler ce genre de problème. Alors vous voyez là, M. Koliné Makosso, même sur le plan de la santé, l'organisation sanitaire et tout ce qui suit, vous êtes méchant, vous avez échoué. Est-ce que là, je vous insulte? Je vous donne les faits, je vous donne les retours sur votre bilan. Et pendant que ce dernier est mort, le jour même, vous êtes allé festoyer. Le 2e jour, pas de communication. 3e jour, pas de communication. Le président n'a pas parlé. Le Premier ministre n'a pas parlé. Le ministre de Sport n'a pas parlé. Est-ce que vous voyez le niveau d'irresponsabilité? Vous voyez comment est-ce que vous montrez que le peuple congolais ne représente rien pour vous? Alors que dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, si une personne perdait son âme pendant un événement national, le président allait agir le jour même. Il allait même venir sur les lieux. Il allait faire une déclaration à la télé. Et rendre hommage à cette personne. Une chose que vous n'avez pas pu faire. Parce que vous êtes un gouvernement de gangsters, pas de travailleurs. Vous devez vous appeler le PCG, le Parti congolais des gangsters. Vous n'êtes pas des travailleurs, M. Koliné Makosso. Vous voyez que là, je ne suis pas dans les insultes. Hein. Je suis dans les faits. Parce que si vous allez voir la définition d'un gangster, vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce que vous faites au niveau de la République du Congo. Parce qu'un gangster est un criminel. Et vous commettez des crimes chaque jour en République du Congo. Vous commettez des crimes chaque jour en République du Congo, M. Koliné Makosso. Où sont les hôpitaux? Nous voyons chaque jour des vidéos, des gens qui nous appellent. Nous sommes obligés d'envoyer des perfusions, d'envoyer des chaises roulantes, d'envoyer des béquilles, parce que vous n'êtes pas capable d'acheter des chaises roulantes, des béquilles à nos frères et sœurs. Nous recevons des appels de l'association des handicapés en République du Congo qui réclament qu'ils sont abandonnés. Ils n'ont même pas de chaises pour se déplacer. Mais nous faisons des actions pour les envoyer, pour les assister. Yo, Koliné Makosso, vous faites quoi? Quel est le travail que vous faites, M. Koliné Makosso? Bilan 0. Là, je suis dans le fait. Dans le cas de l'économie, M. Koliné Makosso, il est où votre travail? Parce que l'organisation Doing Business a classifié le Congo. Chaque année, le Congo était parmi les pays non conseillés en termes d'investissement. Est-ce que ça également, c'est l'opposition qui l'a dit? Est-ce que ça également, M. Koliné Makosso, est-ce que c'est l'opposition qui l'a dit? Ce n'est pas l'opposition qui l'a dit. Ce sont des organisations internationales et impartiales qui ont déclaré que votre pays n'est pas un pays propice pour venir faire du travail d'investissement.
Parti congolais du travail. Vous voyez que vous et le travail, c'est deux choses opposées. Deux choses opposées. Donc, je peux vous donner statistique après statistique au niveau de la liberté d'expression, Monsieur Koliné Makosso. Mais vous savez que vous n'êtes pas exemplaire. Vous n'êtes pas exemplaire et je veux chuter sur ce point. Je n'ai même pas parlé de votre slogan « Tout pour le peuple, rien que pour le peuple ». Parce que vous vivez contrairement à votre slogan. Parce qu'avec vous, c'est tout pour les gouvernants, rien pour le peuple. Dites-moi, monsieur Koliné Makosso, votre salaire annuel, il est supérieur à la qualité de vie annuelle de plus de 1000 Congolais. Alors, sur quoi parlez-vous? Que voulez-vous dire partout pour le peuple, rien que pour le peuple? Lorsque vous, monsieur Koliné Makosso, vous vivez mieux que la majorité du peuple congolais, alors que vous êtes censé les servir selon votre slogan, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Vous avez accès à l'eau, vous avez des groupes électrogènes, vous avez de l'électricité et vous ne payez pas vos factures. Mais le peuple congolais doit payer des factures pour des services non rendus. Pas d'électricité, mais ils doivent payer. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mensonge, mensonge, monsieur Koliné Makosso. Alors envoyez tous vos éléments que vous avez formés du PCT, qu'ils viennent sur des plateaux débattre avec nous, intelligence contre intelligence, fait contre fait, résultat contre résultat, solution contre solution. Vous allez voir que vous ne pouvez pas venir devant des patriotes pour parler. Vous avez échoué par rapport à l'acronyme de votre parti politique. Vous n'êtes pas un parti de travailleurs, en plus une parti congolais du travail. Et même s'il y a travail, vous ne travaillez pas pour les Congolais, parce qu'il est connu qu'au Congo-Brazzaville, ce sont les étrangers. Vous travaillez pour les étrangers. Ce sont les multinationales qui bénéficient de tous les avantages, qui ne payent pas des impôts. Ce sont des étrangers, des Libanais et autres et tout, qui bénéficient de la liberté, se permettent de faire tout ce qu'ils veulent en République du Congo. Alors qu'au Gabon, à côté, le président est en train de pratiquer une politique de priorisation des nationaux. Cela n'est pas un crime, c'est du patriotisme. Il y a une différence entre la xénophobie et le patriotisme. Mais votre parti congolais du travail, même s'il y a travail, vous ne travaillez pas pour les Congolais, vous travaillez pour les étrangers qui malmènent les Congolais, qui occupent tous les secteurs de l'économie à travers des entreprises que vous créez. Vous soutenez les étrangers. Il y a Nyangadou qui a eu à chasser des Congolais de leur propre maison qu'ils ont eu à construire après tant d'années de travail. Vous voyez que vous ne travaillez pas pour les Congolais, vous travaillez pour les étrangers, monsieur Makosso. Et pour finir, en ce qui concerne la liberté d'expression, est-ce qu'il y en a? Les rapports sont là, Transparency International, dans le cadre de la corruption. Vous êtes les premiers, les meilleurs, bien mal acquis, ainsi de suite. Vous avez des fils du président qui sont même persona non grata au Canada, qui ont été condamnés, jugés par la justice canadienne. Mais ce n'est pas l'opposition congolaise, monsieur Koliné, c'est le Canada. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. L'opposition congolaise, ce n'est pas au Canada. Vous voyez que là, je vous parle des faits qui prouvent que vous ne méritez pas
de gouverner ce pays après 2026. Et en termes de liberté d'expression, M. Koliné Makosso, mais vous savez que au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous n'êtes pas un gouvernement, vous êtes une mafia de gangsters qui utilise la violence pour empêcher les opposants de s'exprimer. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une pré-campagne, mais vous interdisez aux partis politiques de pouvoir organiser des réunions. Monsieur Mirassa a voulu organiser des réunions, vous l'avez empêché. Les Destins Gavé et toutes ces personnes, les Cédric Balou et autres, qui veulent s'organiser, faire des meetings, vous les empêchez. Et quand ils essaient de sortir, vous les arrêtez et vous utilisez votre phrase favorite, atteinte à la sûreté d'État. Vous êtes des arnaqueurs. Vous êtes des criminels. Alors de quelle liberté d'expression? Comment est-ce que cette opposition-là va être capable de se mouvoir, d'agir pour l'intérêt du peuple et de faire leur action et de présenter leur projet de société? Lorsque vous leur interdisez de parler, vous leur interdisez même la liberté de mobilité. Et d'ailleurs, même dans votre propre gouvernement, entre vous, vous vous faites violence. Monsieur Koliné, je chute en disant ceci. Je sais que vous étiez contre le sujet du lac Timpunga. Vous avez eu à indiquer que vous étiez contre le fait de jeter les déchets de la pluie dans le lac. Le projet de société du président également dit clairement que le lac Timpunga est un élément protégé, qui doit être protégé sur le plan historique, sur le plan touristique et ainsi de suite. Si vous détruisez ce site-là, eh bien, les Lyonnais qui vont venir là avec votre contrat bidon, là, ils viendront visiter quoi? Et vous voyez que même le roi du royaume Luango a également émis une lettre sous ma demande, parce que moi, j'ai mené cette campagne-là pour appuyer Serge Ouakamabé. Parce que tous les riverains sont contre cette histoire, ce projet de jeter les déchets dans l'eau, dans le lac Timpunga. Vous, monsieur Koliné Makosso, la ministre de l'Environnement, Madame Nonolt, est également contre ce projet. Le roi Luango contre ce projet. Le projet de société du président contre ce projet. Mais monsieur Bouya, comme il fait partie des personnes fortes du pouvoir, il a utilisé, il a fait violence, il vous a brimé. Ramener à un ruisseau vers la mer, c'est ça? C'est le lac. Simplement. Qui ne coule pas, qui retient tout. Corrélativement à la... Alors que vous êtes le Premier ministre, vous êtes incapable de remettre M. Bouya à sa place. Mais vous êtes Premier ministre, non? Vous voyez que même dans votre propre camp, vous agissez avec violence et il y a des personnes qui prétendent avoir plus de pouvoir que les autres. Quand ils parlent, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes le Premier ministre, M. Koliné Makosso. Je vous donne un défi. Faites arrêter le projet du lac Timpunga. Comme ça, on verra qu'il y a réellement du sérieux au PCT et de la liberté d'expression. Même entre vous, il n'y a pas de liberté d'expression, de mobilité. Vous empêchez certains ministères d'opérer parce que chaque personne utilise son muscle par rapport à sa puissance politique, son appartenance à la famille présidentielle. Vous ne respectez même pas les femmes. Madame Nonolt a émis une lettre officielle pour interdire la destruction du lac Timpunga. Mais vous ne respectez pas les femmes au PCT. Vous ne respectez pas les femmes au PCT. Vous ne respectez pas les femmes au PCT. Vous n'êtes pas des gentlemen. Vous êtes des gangsters. Des hommes sans valeur. Et monsieur Bouya, je suis en disant ceci. Vous devez savoir une chose, monsieur Bouya. Qu'en persistant avec ce projet de jeter des déchets dans le lac Timpunga, malgré la lettre du roi, malgré le projet de société du président, malgré tout ce qui a été dit par les riverains et la population, par votre action, vous avez lancé un défi à la région du Kwilu. Vous avez montré que vous n'êtes pas un patriote, que vous êtes un tribal. Parce que ce que vous faites au Kwilu, moi, je ne peux pas le faire au nord, parce que je respecte mes frères du nord. Je respecte la région du nord. Je ne peux pas aller au nord et qu'on me dise que ce site est un site historique pour le peuple, pour les habitants du nord, que c'est un site touristique et tout ça, et que je puisse décider de le détruire, malgré toutes les déclarations contraires qui m'ont été présentées, malgré tous les faits. Mais vous, monsieur Bouya, vous avez décidé de le faire au Kwilu, vous ne cessez de détruire cette région. Moi, sur Olwemba, je ne peux pas aller dans la Boueza,
aller détruire les terres de mes frères et sœurs, leurs sites touristiques, leurs sites historiques et des sites qui ont un caractère spirituel. Parce que je respecte mes frères, parce que je suis un patriote, parce que je ne suis pas tribal, parce que je respecte l'opinion des autres, leurs valeurs, leur culture, leur histoire. Mais monsieur Bouya, vous avez décidé d'insulter les Vili, vous avez décidé d'insulter la région du Kwilu, d'insulter tous les Mboshi, les Lari, les Pounou, qui vivent et qui bâtissent la région du Kwilu. Vous venez là de lancer un défi et de montrer que vous n'êtes pas un patriote, vous êtes un tribal, vous considérez d'autres régions comme des petites colonies où vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez faire. Mais monsieur Bouya, vous devez savoir qu'il y a des répercussions spirituelles et des répercussions métaphysiques et physiques par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Je le répète, monsieur Bouya, vous avez montré au Mondovision que vous n'êtes pas un Congolais, vous n'êtes pas un patriote, que vous ne respectez pas vos compatriotes, leurs valeurs culturelles, leurs sites touristiques, leurs sites spirituels, leurs sites culturels et leur histoire. Vous avez insulté les Vili. Si M. Collinet Makosso n'a pas le courage de le dire au Mondovision, moi je le dis. Si M. Collinet et tous les leaders Vili, les ministres n'ont pas le courage de le dire, moi je le dis. Parce que moi, quand il y a eu des problèmes de terre au niveau de la zone du Niari, ce n'est pas ma région. Je me suis levé parce que moi je suis patriote avant tout. Je fais partie de ceux-là qui ont organisé la marche patriotique pour stopper les accords avec le Rwanda lorsque cette terre de mes frères et leur histoire allait être détruite à cause de ces accords. Je me suis levé. Même si je ne suis pas ressortissant de cette zone, mais parce que je sais que je suis ressortissant du Congo et que lorsque vous touchez à mon frère, qu'il soit du nord, du sud, lorsque vous touchez au territoire de mes frères, que ce soit du nord au nord et ainsi de suite, je me lèverai parce qu'il s'agit du Congo, mon pays, la République du Congo. Alors, chers Congolais, il est l'heure pour vous de comprendre l'urgence de nous lever pour pouvoir protéger notre patrie. Et c'est encore un appel que nous donnons à tous les opposants. Vous devez comprendre. Vous voyez comment est-ce qu'on vous manque du respect? On dit que vous n'avez rien à proposer, que vous n'avez pas de rapport de force. C'est pour cette raison que nous avons lancé le pacte de solidarité patriotique. Et nous encourageons également le rassemblement des forces du changement. Toute action qui ont pour objectif de rassembler nos énergies afin de créer un rapport de force pour changer les choses en République du Congo. Chers leaders politiques, chers influenceurs, chers intelligentsia congolaises, chers médias, l'heure n'est pas à la division. Si vous aimez réellement la République du Congo, il est l'heure pour nous de venir ensemble afin de pouvoir créer un vrai rapport de force pour sauver notre patrie de la destruction. Jura Lumba, le patriote. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur R7.